Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de communication cellulaire. Je me présente, moi c'est Quentin, je suis tuteur en UE5 et aujourd'hui je vous propose d'aborder ensemble la voie de la phospholipase C-bêta. Pour ce faire, nous verrons tout d'abord quelques petits rappels sur les récepteurs couplés aux protéines G afin de rafraîchir les mémoires et de partir sur de solides bases. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet avec l'activation de la phospholipase C-bêta et les deux voies qui en découlent, à savoir la voie de l'inositol triphosphate et la voie du diacylglycérol. Et enfin, pour finir, je vous proposerai quelques petites conclusions. Attaquons donc directement avec quelques petits rappels sur les RCPG. Concrètement, qu'est-ce qu'un RCPG? Un RCPG, c'est un récepteur à 7 domaines transmembranaires couplé à une protéine G hétérotrimérique. Pourquoi hétérotrimérique? Eh bien parce qu'elle possède 3 sous-unités, un monomère alpha et un dimère bêta-gamma indissociable. Ok. Mais concrètement, comment est-ce que tout cela fonctionne? C'est assez facile. On va avoir un ligand qui va faire office de premier messager et venir se fixer sur le récepteur. Ce récepteur va alors activer sa protéine G et ses 3 sous-unités qui vont alors se charger de transduire le signal en activant un ou plusieurs effecteurs primaires. Ces effecteurs primaires vont alors libérer des seconds messagers qui à leur tour vont activer des effecteurs secondaires. Assez simple, n'est-ce pas? Ce mécanisme-là est celui que l'on retrouve dans toutes les voies de communication cellulaire liées au RCPG. Concrètement, qu'est-ce qui différencie une voie d'une autre? Eh bien, c'est la sous-unité alpha. Dans notre protéine G, constituée de ces 3 sous-unités, on va avoir le dimère bêta-gamma qui va globalement être identique dans toutes les voies de communication liées au RCPG. En revanche, le monomère alpha, lui, va être différent et va réellement donner la spécificité de la réponse de chaque voie. On en retrouve 3 grands types. On va avoir la sous-unité alpha S qui va augmenter la concentration d'AMP cyclique en activant l'adénylcyclase. A l'opposé, on va avoir la sous-unité alpha I qui va diminuer la concentration d'AMP cyclique en inhibant l'adénylcyclase et en activant la phosphodiestérase. Et enfin, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la sous-unité alpha Q qui, elle, va jouer un rôle dans l'activation de la phospholipase C-bêta. Bien, avec ça, nous avons donc toutes les clés pour aborder sereinement la voie de la phospholipase C-bêta. Attaquons donc directement avec son activation. La phospholipase C-bêta est ancrée à la membrane et est activée au travers d'une transduction effectuée par les sous-unités alpha-Q et le dimère bêta-gamma. Il faut savoir que de très nombreux récepteurs sont impliqués dans cette voie de signalisation. On va aussi bien retrouver des récepteurs muscaréniques, liés à l'acétylcholine, que des récepteurs histaminiques, adrénergiques ou encore même sérotoninergiques. Une fois activée, la phospholipase C-bêta va pouvoir cliver le PIP2, phosphatidylinositol biphosphate, en 2 seconds messagers, le diacylglycérol, DAG, et l'inositol triphosphate, IP3. Ne vous inquiétez pas, on va revoir ces 2 seconds messagers à part dans un instant. Et attaquons directement avec la voie de l'IP3. L'IP3, libéré à partir du clivage du PIP2, va pouvoir aller se fixer à des récepteurs intracellulaires à l'IP3 au niveau des lieux de stockage du calcium. Mais que sont donc ces lieux de stockage du calcium? Eh bien, c'est assez simple. On va avoir principalement le réticulum endoplasmique lisse et dans une moindre mesure l'appareil de Golgi. La fixation de l'IP3 à ces récepteurs va permettre l'ouverture de canaux calciques IP3 dépendants et la sortie d'un flux massif d'ion calcium vers le cytoplasme. Et cet afflux d'ion calcium dans le cytoplasme va avoir 2 grands effets. D'une part, le calcium va très rapidement pouvoir aller activer la protéine kinase C. Et d'autre part, ce calcium va pouvoir aller se complexer avec une protéine, la calmoduline. Celle-ci va changer de conformation et former un complexe Ca2+ calmoduline qui, à son tour, va entraîner 3 grands changements. D'une part, ce complexe Ca2+ calmoduline va aller activer une enzyme, la NO-synthase. Cette enzyme
va alors libérer du monoxyde d'azote, NO, au sein de la cellule. D'autre part, ce complexe va aller activer des protéines kinases CA2+, calmoduline dépendantes, que l'on va appeler CAM kinase. Et enfin, ce complexe CA2+, calmoduline va jouer un rôle très important dans la voie de l'AMP cyclique en allant interagir avec deux enzymes essentielles, l'adénylcyclase et la phosphodiestérase. Ici, nous n'avons rien de plus qu'une interaction de régulation des voies de signalisation G-alpha-S et G-alpha-I. Bien. Avec ça, nous avons vu tout ce qu'il y a à voir sur l'IP3. Nous pouvons donc passer à la voie du DAG. Le DAG est fixe dans la membrane plasmique de la cellule. Il va globalement jouer un grand rôle. Il va faciliter l'activation de la PKC, protéine kinase C, qui aura été préalablement transloquée à la membrane grâce au calcium libéré grâce à l'action de l'IP3. Cette PKC, justement, on en parle depuis un petit moment, mais il serait intéressant de savoir ce qu'elle fait concrètement dans la cellule. Eh bien, cette PKC va principalement jouer un rôle de phosphorylation. Elle va pouvoir phosphoryler des protéines cibles, identiques ou différentes de celles ciblées par la PKA, qui est typique de la voie de signalisation de l'AMP cyclique. Cela veut dire quoi concrètement? Eh bien, cela permet d'avoir une diversité de réponses aux signaux. D'autre part, cette PKC va pouvoir agir sur des facteurs de régulation de la transcription des gènes. Elle va également pouvoir jouer un rôle dans le contrôle des échanges ioniques, sodium et hydrogène, et donc agir sur le pH intracellulaire. Et enfin, et non pas des moindres, elle va pouvoir désensibiliser des récepteurs tyrosine kinase. Avec ça, nous avons vu globalement tout ce qu'il y a à voir sur l'IP3 et le DAG, et nous en avons donc fini avec cette voie de la phospholipase C-bêta. Je vous propose donc maintenant quelques petites conclusions afin de garder quelque chose de cette vidéo. Pour conclusion, je vous propose cette petite diapositive avec un schéma qui au premier abord peut faire assez peur. Mais s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est simplement qu'en communication cellulaire, un concept est essentiel, c'est les interactions. Toutes les voies de signalisation interagissent entre elles, formant un complexe et permettant une adaptation de la réponse à chaque signal. Si l'on s'intéresse à notre phospholipase C-bêta représentée ici, on voit qu'elle est préférentiellement orientée du côté des RCPG. Mais on voit également qu'assez rapidement, ces seconds messagers, IP3 et DAG, sont en fait en interaction avec les récepteurs tyrosine kinase. En communication cellulaire, tout interagit tout le temps. Avec ça, nous en avons terminé pour cette phospholipase C-bêta et cette communication cellulaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes révisions et à vous remercier de votre attention.